Un meurtre, une société. Une série d'été du podcast Parole d'Histoire présentée par André Loez. Aujourd'hui, l'assassinat de Philippe II, roi de Macédoine. Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire pour ce premier épisode de la série que vous retrouverez chaque lundi tout l'été durant, Un meurtre, une société. 6 émissions autour d'assassinats politiques de premier plan depuis l'Antiquité grecque jusqu'au XXe siècle, et avec des figures parfois méconnues pour ne pas reparler pour la 1000e fois de Jules César ou de John Kennedy. Et aussi parce que la violence politique agit comme un révélateur des règles et des tensions d'une société, d'où le titre de cette série en clin d'œil au grand livre de Bernard Guéné sur le meurtre du duc d'Orléans en 1407. Aujourd'hui, on part pour la Macédoine antique, en 336 avant notre ère. Bonjour Thierry Lucas. Bonjour. Vous êtes spécialiste des Béotiens, mais du coup aussi un peu des Macédoniens, qui sont leurs voisins. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'octobre 336 à Aïgaï, l'ancienne capitale macédonienne ? Alors, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, ce jour-là, Philippe II de Macédoine, le roi de Macédoine, célèbre les noces de sa fille, Cléopâtre, en grande pompe. Donc il y a une procession avec les statues des dieux. Philippe fait même rajouter une statue de lui à la fin de la procession. Donc... On précise au passage que Cléopâtre, c'est un prénom courant chez les Macédoniennes, tellement courant d'ailleurs qu'il y en a tellement, parfois on les confond. C'est pas la même que la plus célèbre Cléopâtre VII de la fin de la période égyptienne hellénistique. Donc là, c'est Cléopâtre, une des filles du roi Philippe. Bien sûr. Donc on fait une procession, les statues des dieux sont amenées et Philippe, qui est au sommet de sa puissance à ce moment-là, fait même amener une 13e statue qu'il représente. Et donc il se met quasiment au même plan que les dieux. Les représentants des cités grecques sont tous réunis dans le théâtre d'Aïgaï, et à ce moment, Philippe entre dans le théâtre. Il a fait écarter ses gardes du corps pour se présenter d'une façon simple et modeste, et au moment où il entre dans le théâtre, un jeune homme surgit et le poignarde, un nommé Pausanias. Donc c'est la stupeur, évidemment. Pausanias cherche à s'enfuir, il avait préparé son coup et il y avait notamment des chevaux qui l'attendaient à la porte de la ville pour s'enfuir. Mais dans sa fuite, il trébuche, il tombe et il est rejoint par ses poursuivants, par 3 gardes du corps de Philippe qui le mettent à mort immédiatement. Concrètement, la mise à mort de l'assassin crée également un flou pour savoir quels sont ses motifs, quels sont ses commanditaires. Mais très rapidement, ce qui ressort, c'est qu'il s'agit en fait d'une histoire personnelle. Donc le jeune Pausanias a été auparavant l'amant de Philippe dans le cadre d'une relation pédérastique assez normale, on va dire, dans le monde grec. Étant délaissé, il s'est plaint, il a cherché à se venger. Ça n'a pas plu à l'entourage de Philippe et donc un personnage important de la cour macédonienne, Attale, l'invite à un banquet, l'enivre et le fait violer collectivement par ses serviteurs. Donc Pausanias est furieux, évidemment, il va se plaindre auprès du roi, mais comme Attale est un personnage de premier plan, c'est le tuteur notamment de la nouvelle femme de Philippe de Macédoine, eh bien Philippe ne peut rien faire contre lui et enterre un petit peu l'affaire. Et donc ça serait parce que Pausanias en veut à Philippe de ne pas avoir fait son rôle de roi, finalement, de ne pas avoir rempli sa fonction de juge, que Pausanias décide d'assassiner Philippe. Alors évidemment, le fait que l'assassin soit lui-même tué immédiatement après, ça fait penser à Lee Harvey Oswald pour des références contemporaines. Du coup, on ne l'interroge pas, il ne raconte pas son histoire, et c'est l'histoire que l'on raconte pour lui, ce qui a alimenté évidemment toute une série de spéculations, on va en reparler, avant de voir s'il y a d'autres motifs possibles et s'il y a des implications politiques plus larges que cette sordide affaire personnelle autour de Pausanias et de ce qu'il a subi, est-ce qu'on peut dire où en est Philippe ? Vous l'avez dit, il est au sommet de sa puissance. C'est un personnage paradoxalement beaucoup moins connu que son fils, évidemment, la célébrité immense Alexandre le Grand, mais un personnage de premier plan. Effectivement. Donc Philippe est arrivé au pouvoir en 359 avant Jésus-Christ, dans un contexte extrêmement trouble pour la Macédoine. Au départ, il arrive au pouvoir non pas en tant que roi, mais en tant que régent du jeune roi, qui l'écarte assez rapidement pour prendre le trône à sa place. Et très rapidement, Philippe réussit à redresser la situation intérieure de la Macédoine, puis à se présenter comme un acteur incontournable de la politique grecque. Donc ça crée des tensions, et ces tensions culminent en 338, donc 2 ans avant l'assassinat, avec la bataille de Chéronée, où Philippe marche sur la Grèce centrale
et rencontre une coalition de cités grecques qui décident de s'opposer à lui. À la tête de ces cités grecques, il y a Athènes et il y a également la cité de Thèbes, donc, qui ont réussi pour l'occasion à mettre de côté leurs différends pour faire face à Philippe. Donc finalement, cet affrontement en 338 à Chéronée, c'est un tournant majeur de l'histoire grecque puisque les Grecs sont totalement écrasés. Philippe remporte une victoire majeure à laquelle participe d'ailleurs le jeune Alexandre le Grand. Et à la suite de cette victoire, Philippe est reconnu comme ce qu'on appelle l'hégémone. Donc c'est un changement majeur là aussi, puisqu'il était normal en Grèce qu'une cité prenne le pas sur les autres. C'est ce qu'on appelle donc l'hégémonie. Donc traditionnellement, ce sont des cités qui assurent ce rôle. D'abord Athènes, puis Sparte, puis Thèbes. Mais là, pour la première fois, ça n'est pas une cité, mais c'est un individu qui tient entre ses mains les destinées de toute la Grèce. Un individu qui est macédonien, et macédonien, ça pose toute une série de questions, y compris dans nos sources, parce que les auteurs grecs sont parfois un peu embarrassés pour parler des Macédoniens, qui sont des Grecs, mais qui sont des Grecs qui ne parlent pas exactement le même grec qu'eux, qui n'ont pas tout à fait le même mode de vie. Le fait qu'il y ait un roi, ça renvoie pas grand-chose de courant dans les cités grecques de l'époque dont nous parlons. Donc il y a à la fois une proximité, une distance culturelle qui fait que ces nouveaux maîtres de la Grèce, que sont Philippe, puis son fils, puis les successeurs, il y a toujours un rapport compliqué avec eux du point de vue des cités grecques. Alors effectivement, les Macédoniens sont vus par les Grecs comme des sortes de semi-barbares, justement parce qu'ils ne vivent pas en cité, ils ont un roi à leur tête. Alors quand même, ils ont été intégrés au monde grec depuis l'époque archaïque, notamment parce que la dynastie régnante en Macédoine fait remonter son origine à Héraclès, donc il se présente comme faisant partie de la grande famille des Grecs. Et ça a un impact sur la façon dont ils sont représentés par les auteurs grecs. Alors notamment, si on revient sur l'épisode de l'assassinat de Philippe, toutes ces histoires de personnes qui s'enivrent, de débauches, le viol collectif, etc. Ça, c'est des choses en fait qu'on trouve très fréquemment dans les sources grecques sur la cour de Macédoine, qui est vue en fait comme une sorte de repère de barbares. Et justement, les traits majeurs qu'on met en avant, c'est l'alcoolisme et la débauche sexuelle. Oui, des gens incapables de mixer leur vin correctement avec du vin et de l'eau, mais qui boiraient le vin pur et donc incapables de la mesure d'un digne homme des cités grecques. C'est ça, consommer le vin en Grèce, c'est vraiment un rite social extrêmement important. Ça se fait en respectant un certain nombre de normes, de critères, notamment on coupe le vin. Alors boire le vin pur, c'est effectivement assimilé à de l'alcoolisme. Et également, ce self-control doit aussi agir dans la vie sentimentale. Donc les Grecs, évidemment, ont chanté les louanges de l'amour, mais l'amour doit être soumis à certaines règles. Et donc ne pas faire preuve de mesure en amour, là aussi, c'est se comporter comme un barbare. À ce moment-là de l'histoire grecque, le fait que Philippe organise un nouveau mariage d'une de ses filles avec un voisin, et plus largement qu'il soit à la tête comme ça de ce monde grec avec des représentants de toutes les cités qui sont venus en Macédoine pour le voir, ça traduit aussi non seulement son hégémonie, mais des préparatifs de guerre, puisque Philippe reprend à son compte un discours qu'on commence à entendre depuis quelques décennies dans le monde grec, qui est que les Grecs, au lieu de s'affronter entre eux, devraient s'unir contre les barbares de l'Empire perse. Où on en est de cette idée, de ces préparatifs en 336 au moment de l'assassinat? Alors en 336, effectivement, Philippe est déjà en train de préparer une expédition militaire en Asie, et même ce mariage est censé être le dernier acte de sa vie politique en Macédoine avant qu'il passe en Asie avec son armée. Il a déjà envoyé un corps d'armée de 10 000 hommes, nous disent les sources, sous le commandement d'Attale, donc le personnage qui a fait enivrer et violer Pausanias. C'est pour ça que Philippe ne pouvait pas agir contre lui, et d'un autre général qui s'appelle Parménion, qui est vraiment le bras droit de Philippe, le meilleur général macédonien de ce temps. Donc effectivement aussi, c'est quelque chose à remettre dans l'air du temps, où certains Grecs sont un petit peu lassés, si vous voulez, des guerres permanentes entre cités grecques, et appellent à une nouvelle alliance des Grecs face à leur ennemi traditionnel, la Perse. Certains Grecs, comme l'Athénien Isocrate, font appel à Philippe et le présentent finalement comme le meilleur champion de la cause grecque face aux Perses. Ça veut dire que ça risque de remettre en cause l'expédition, cet assassinat, sauf si le nouveau roi est assez rapidement acclamé, approuvé. On sait que les règles de succession macédonienne peuvent être un peu compliquées parce que si on a plusieurs épouses, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs enfants. Là, dans le cadre de Philippe, ça semble assez clair que Alexandre serait l'héritier, donc c'est un projet qui peut reprendre assez rapidement, mais il faut aussi, de son côté, qu'il s'assure d'avoir un monde grec stabilisé, sécurisé derrière lui.
Effectivement, donc dès l'assassinat de Philippe, il n'y a pas de doute que ce doit être Alexandre qui lui succède. Alors Alexandre a un demi-frère qui s'appelle Aridée, mais on ne sait pas exactement ce qu'il avait, mais les sources nous le présentent systématiquement comme handicapé mental. Donc il est écarté de la succession de ce fait, et donc il ne reste que Alexandre comme héritier mâle. Philippe a eu plusieurs filles, dont celle qu'il marie ce jour-là, mais n'a eu que 2 fils. Alors évidemment, le fait que le fils succède à son père a pu alimenter des questions, des soupçons sur Alexandre lui-même, sur sa mère qui aurait pu le favoriser. Il y a des auteurs anciens comme Plutarque qui rapportent des épisodes de disputes entre le fils et son père. Il y a un épisode célèbre chez Plutarque où il dit que un jour Philippe s'est levé pour porter la main sur Alexandre et s'est étendu de tout son long au cours d'un banquet. Et Alexandre aurait dit voilà l'homme qui veut vous mener en Asie, il n'est même pas capable d'aller d'un lit à l'autre au banquet. Donc on est dans un moment où le père et le fils ont connu des tensions et ça a fait pas mal réfléchir. Les gens se sont dit finalement est-ce que c'est pas Alexandre qui aurait pu armer l'assassin? Alors effectivement, ce sont des rumeurs qui ont couru dès l'assassinat en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que très peu de temps avant, juste après la bataille de Chéronée, en fait, Philippe s'est remarié avec une nommée Cléopâtre. Elle aussi, voilà. C'est pas la même Cléopâtre évidemment. Et ce mariage a cristallisé des tensions, puisqu'il a été vu par certains contemporains comme une manière de mettre sur la touche Olympias, la mère d'Alexandre le Grand, qui n'était pas d'origine grecque ni d'origine macédonienne. Et donc, ça a été vu comme un plan de la part du roi pour produire de nouveaux héritiers et éventuellement, à terme, mettre sur la touche Alexandre le Grand. Et alors, c'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'il y a eu cette querelle entre Philippe et son fils, puisque au mariage de Philippe, Attale, le tuteur de la nouvelle épouse du roi, aurait dit enfin, le roi se marie avec quelqu'un qui va lui donner des héritiers et non des bâtards. Donc une insulte directe à Alexandre. Et Alexandre, aviné, parce que voilà, il est macédonien donc il est alcoolique, aurait lancé sa coupe de vin au visage d'Attale. Et Philippe, pour essayer de rétablir l'ordre, marche sur son fils l'épée à la main, mais lui aussi il est saoul et donc il tombe. Et c'est à ce sujet que Alexandre lance cette insulte à son père. Par la suite, il aurait été écarté brièvement de Macédoine par crainte de représailles de Philippe et il se serait ensuite réconcilié avec son père. Alors au moment de l'assassinat, évidemment, on cherche à qui profite le crime. Donc les premiers soupçons se tournent vers différents proches du pouvoir, mais certaines sources nous indiquent qu'Olympias aurait été accusée. Alors Olympias, on rappelle, c'est la mère d'Alexandre et elle est toujours dépeinte dans nos sources comme un personnage assez diabolique, y compris après la mort d'Alexandre, elle joue un rôle politique encore très important. Donc voilà, c'est une de ces figures féminines qui traversent l'histoire, un peu comme Catherine de Médicis, à qui on attribue de noirs desseins et des manœuvres manipulatrices de grande ampleur. Effectivement. Et donc on a même un auteur tardif, Justin, qui est une de nos sources principales sur cet événement, qui dit que Olympias aurait même poussé l'insulte jusqu'à couronner l'assassin, consacrer l'épée avec laquelle il avait porté le coup dans un sanctuaire, et Justin va jusqu'à dire qu'Alexandre était au courant de ce projet et n'a rien fait. Donc évidemment, c'est quelque chose qui a été reproché à Alexandre. Alors d'ailleurs, d'autres sources plus favorables à Alexandre nous le montrent, par exemple, en Égypte. Lorsqu'il arrive en Égypte, il va consulter un oracle d'Amon, et l'oracle le reconnaît comme le fils du dieu, comme le fils de Zeus en fait. Et la première question qu'Alexandre pose à l'oracle, c'est « Est-ce que toutes les personnes impliquées dans l'assassinat de Philippe ont bien été punies ?» Donc il veut se montrer comme un fils digne, alors d'autant plus digne que l'oracle vient de lui apprendre qu'il n'est pas le fils de Philippe mais le fils de Zeus, mais il veut quand même payer tous les respects à son père naturel, adoptif, entre guillemets, et s'assurer qu'il a bien été vengé. Donc visiblement, Alexandre lui-même a dû se positionner vis-à-vis de ces rumeurs et essayer de montrer qu'il était animé, au contraire, par la piété filiale et qu'il avait cherché, par tous les moyens, à venger son père. Alors, vous l'avez mentionné, Justin, c'est un auteur tardif. De manière générale, c'est un événement pour lequel on est beaucoup moins bien renseigné que d'autres épisodes contemporains, du fait que Philippe n'a pas vraiment de biographe, que les auteurs qui écrivent sur lui écrivent 5, 7, 8 siècles plus tard, dans le cas de Trope Pompée ou Justin qu'il a abrégé. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui pour les historiens contemporains de ces récits tardifs? Quel crédit apporter à l'idée d'un complot politique de grande ampleur? Aujourd'hui, la tendance majoritaire est d'écarter ces témoignages, notamment sur Olympias et Alexandre. En fait, certains auteurs cherchent à montrer qu'Olympias a été écarté du pouvoir à ce moment-là. Ce n'est pas du tout le cas, puisque le mariage en question, c'est le mariage de la propre fille d'Olympias, et cette fille d'Olympias est mariée
avec celui qu'on appelle Alexandre le Molosse, donc là encore, encore un Alexandre, mais qui est le roi d'Épire et qui est le propre frère d'Olympias. Donc c'est quelque chose de commun en Grèce. L'oncle se marie avec sa nièce et c'est un moyen de cimenter une alliance entre le royaume de Macédoine et le royaume d'Épire, le royaume des Molosses en Épire. Et au cœur de ce jeu diplomatique, il y a Olympias. Donc visiblement, elle n'est pas du tout mise sur la touche, bien au contraire. C'est la même chose pour Alexandre le Grand. On a accusé Philippe de chercher à avoir un autre héritier plus légitime pour pouvoir écarter Alexandre. En fait, le jour du mariage, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'Alexandre est l'héritier désigné. Il entre dans le théâtre juste avant son père, il prend place aux places d'honneur avec le futur marié. Donc il y a vraiment une volonté de mettre Alexandre en avant. Une des choses que doit faire un roi pour succéder dignement à son prédécesseur, en l'occurrence à son père, c'est de lui donner de belles funérailles. Alors ces funérailles, on n'a pas forcément de détails sur elles, mais en revanche, l'archéologie a permis de mettre au jour la tombe de Philippe, qui est une tombe exceptionnelle pour la connaissance à la fois de la société macédonienne et de Philippe lui-même. Effectivement. Donc Aigai, c'est la capitale de Macédoine, mais très rapidement, sous le règne d'Alexandre, il y a une sorte de décalage qui se fait et une nouvelle capitale est fondée à Pella, enfin la cour s'installe à Pella, mais Aigai reste le lieu de la nécropole des rois macédoniens et la tombe de Philippe a été découverte et elle est particulièrement riche. Donc c'est le signe, évidemment, qu'on a prêté le plus grand soin à l'enterrement du souverain. Alors, c'est évidemment pas tout à fait la fin des violences politiques dans le royaume macédonien, puisque aussi bien pendant le règne d'Alexandre qu'à la mort d'Alexandre, lorsque on se pose de nouveau la question, et de manière cette fois beaucoup plus nette, de la succession, puisque son épouse est enceinte au moment où il décède, on a toute une série d'assassinats qui marquent que, finalement, dans la pratique du pouvoir macédonien, éliminer des adversaires, des rivaux, que ce soit pour des histoires de mœurs, comme c'est semble-t-il le cas pour Philippe et Pausanias, ou que ce soit pour des enjeux politiques, de succession, de rivalité, c'est quelque chose quand même de relativement courant. Effectivement. Donc le premier assassinat politique de ce type, d'ailleurs, intervient très peu de temps après la mort de Philippe, puisqu'en l'absence d'Alexandre, Olympias fait mettre à mort Cléopâtre, la nouvelle femme de Philippe, et la fille qu'elle a eue. Donc là, c'est déjà le premier acte de violence. On a ensuite une deuxième phase de violence à la mort d'Alexandre, puisqu'Alexandre n'a pas d'héritier, il laisse juste sa femme Roxane qui est enceinte et qui accouche d'un petit garçon qu'on nomme Alexandre IV, mais c'est pratique, c'est un bébé donc il ne peut pas régner, et le pouvoir est remis, donc le pouvoir royal est détenu en théorie par deux personnes, en fait, par cet héritier qui est encore enfant, et par Aridé, le demi-frère d'Alexandre, donc là aussi qui est bien pratique, puisque comme il est handicapé mental, il ne peut pas régner. Et donc ensuite, pendant une dizaine d'années, on maintient la fiction d'un pouvoir royal qui est aux mains de ces deux personnes, mais qui sont en fait sous tutelle de généraux macédoniens, et c'est là, finalement, qu'est le vrai jeu politique, c'est de savoir qui va être tuteur des monarques. Voilà, ces deux individus, Alexandre IV et Aridé, sont par la suite eux aussi supprimés pour éviter de fonder de nouvelles dynasties au moment où on franchit le cap finalement et où les généraux d'Alexandre assument la réalité de leur pouvoir et se mettent à se proclamer eux-mêmes rois et fondent ce qu'on appelle les dynasties hellénistiques. Alors justement, ce monde hellénistique né après la mort d'Alexandre, si on s'aventure un tout petit peu à faire du contrefactuel et à imaginer Philippe n'étant pas assassiné parce que cette histoire de Pausanias aurait été réglée autrement d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'on peut envisager une autre issue, et en particulier une expédition en Perse, peut-être plus limitée, avec Philippe, chef de guerre en partie, alors effectivement avec cette idée de se diviniser, de s'héroïser, peut-être avec lui aussi une forme de tendance au grandiose que son fils développera à l'extrême, mais chef de guerre très pragmatique et très réaliste. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer que la conquête de tout l'Empire perse n'aurait peut-être pas été le même enjeu pour Philippe que pour Alexandre ? Alors effectivement, il semble que Philippe n'avait pas le projet de mettre à bas l'Empire perse. Philippe reprend à son compte en fait les idéaux grecs de lutte contre les barbares et d'union des Grecs face aux barbares. Et donc les enjeux de la campagne de Philippe sont beaucoup plus limités. Il s'agit de libérer les cités grecques d'Asie mineure de la tutelle de l'Empire perse, puisqu'il y a des cités grecques en Asie mineure. Et donc visiblement, Philippe restreignait ses ambitions à ces seules cités grecques et ne cherchait pas à mettre à bas l'Empire perse. Donc là, c'est quelque chose, évidemment, auquel Alexandre donne une autre dimension quand il prend le pouvoir.
Qu'est-ce qu'on peut lire ou regarder si on veut en savoir plus sur cet épisode de la mort de Philippe, de la transition vers le pouvoir d'Alexandre ? Alors pour regarder, on peut regarder le film d'Oliver Stone sur Alexandre, qui est très très bien et qui met en scène ces événements et qui cherche à restituer un petit peu la couleur locale. Alors le film est d'ailleurs aussi intéressant parce que finalement il est à regarder dans la lignée des sources historiques, parce qu'il reprend en fait la tendance à la biographie un peu moralisatrice de ces sources historiques. Donc là aussi, de ce point de vue-là, il est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut lire ? Eh bien, il y a un livre entier sur cet événement, sur l'assassinat de Philippe, par Miltiades Atsopoulos. Donc là, c'est un petit peu technique, c'est peut-être difficile d'accès pour nos auditeurs, mais par ailleurs, Miltiades Atsopoulos a également écrit en français une biographie de Philippe qui est, pour le coup, relativement facilement accessible. Voilà, c'est le grand historien qui a renouvelé les études sur la Macédoine, qui a vraiment été à l'origine d'un renouveau très très important à partir des années 1970 des études macédoniennes, qui fait qu'on peut en parler davantage aujourd'hui. Effectivement, c'est un des deux grands spécialistes avec Andronikos, qui est le fouilleur des tombes d'Aigai. Mais Miltiades Atsopoulos, c'est vraiment un des grands spécialistes de la Macédoine et il a le mérite en plus d'écrire en français, donc ses travaux sont assez facilement accessibles. Je ne vous laisse pas repartir avant de vous poser une question qui fâche. Est-ce que Alexandre lui-même a été assassiné ou est-ce que c'est simplement les excès, la fièvre contractée en Inde qui a eu raison de lui à Babylone en juin 323 ? Alors, c'est assez difficile de répondre à cette question, mais personnellement, je pense qu'Alexandre n'a pas été assassiné. C'est globalement la tendance chez les historiens de penser qu'il n'a pas été assassiné et que sa mort s'explique assez bien par des causes directes, comme son mode de vie absolument déréglé, son alcoolisme aussi. Alexandre n'échappe pas à la règle. Il est représenté par les auteurs grecs comme une sorte d'alcoolique. Il a un léger problème avec l'alcool, on va dire. Dans son cas, ça ne paraît pas être une caricature, puisqu'il y a des événements précis. Il aurait notamment tué un de ses meilleurs compagnons d'enfance dans un banquet, sous l'emprise de l'alcool. Donc il y a vraiment un certain nombre d'épisodes qui montrent qu'Alexandre avait un mode de vie qui semble avoir été, disons, pas très sain. Et par ailleurs, il faut aussi replacer cela dans le contexte de la campagne d'Asie qui a sans doute été extrêmement éprouvante pour les organismes de ceux qui ont participé, puisque en à peine une dizaine d'années, Alexandre le Grand fait tomber l'Empire perse et parcourt un espace immense qui va de la Méditerranée jusqu'à l'Inde actuelle. Donc évidemment, en étant blessé à plusieurs reprises lors des affrontements, donc évidemment, ça a sans doute eu un impact sur sa santé qui n'est pas négligeable. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site du podcast parolehistoire.fr. N'hésitez pas à partager ou à laisser un commentaire et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série, Un meurtre, une société.